Bonjour à tous, je vous propose dans un instant d'écouter l'audition d'Alain Delcan devant la commission des lois du Sénat. La commission des lois qui auditionnait donc l'ancien secrétaire général du Sénat pour être nommé membre de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Je vous rappelle que le nom d'Alain Delcan a été proposé par le président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Et cette haute autorité pour la transparence de la vie publique a été annoncé par le président de la République, François Hollande, après le scandale de l'affaire Cahuzac. La semaine dernière, l'ancien haut magistrat Jean-Louis Nadal a été nommé président de cette haute autorité. Voilà, tout de suite, je vous propose donc d'écouter l'audition d'Alain Delcan. Bon, alors, Monsieur Delcan, nous sommes très heureux de vous accueillir, mais à vrai dire, vous êtes chez vous au Sénat, n'est-ce pas? Et je ne vais pas, vous le comprendrez, Monsieur Delcan, parce que vous allez vous-même parler de votre parcours, je ne vais pas avoir l'outrecuidance devant mes collègues et devant les administrateurs ici présents de vous présenter, vu que tout le monde vous connaît. Donc, je rappellerai, vous avez en plus reçu un document de 6 pages, 5 pages, qui est un condensé de vos titres et travaux. Donc, nous savons tous que vous avez été secrétaire général du Sénat, d'abord secrétaire général de la présidence de 2005 à 2007, et depuis 2007, juin 2007, secrétaire général du Sénat. Donc, nous le savons tous. Nous avons tous pu être en contact de travail avec vous à de nombreuses reprises. Nous savons que vous êtes vice-président de l'Association française de droit constitutionnel, professeur associé au groupe d'études et de recherche sur la justice constitutionnelle à l'université Paul Cézanne qui doit être à Aix-en-Provence, c'est bien cela, et que vous avez publié de très nombreux ouvrages, et je me souviens en particulier d'un ouvrage que j'ai toujours sur le Sénat et la décentralisation, sujet qui nécessitera bientôt un deuxième tome, n'est-ce pas, Monsieur Van Dierendonck? Et bien entendu, je laisse le meilleur pour la fin, c'est que inévitablement, après avoir été recruté, après avoir réussi le concours d'administrateur du Sénat, ce qui est difficile, et être entré en avril 71 au Sénat, vous n'avez pas manqué d'être, durant 8 années, administrateur à la commission des lois. Et puis, quelque temps après, mais j'ai tout, pendant 5 années, de 84 à 89, responsable du secrétariat, comme on dit, de la commission des lois. Vous comprenez que quand on est dans cette maison, si on ne passe pas par la commission des lois, il manque quelque chose. Alors, j'arrête là ce discours pour vous dire que nous sommes bien sûr heureux de vous accueillir, mais que nous devons remplir notre office. Notre office va être de vous écouter. Ensuite, il y aura une série de questions posées par les collègues. Puis, mes chers collègues, il faudra revenir à la salle de la commission où il faudra que nous votions. Et je vous rappelle que pour la première fois, Monsieur Delcan, vous inaugurez un nouveau dispositif qui fait que votre nomination devra être approuvée pour être effective par les 2/3 positifs, je me trompe toujours, les 3/5 positifs des votants. Vous avez été proposé naturellement, vous avez été proposé par Monsieur Jean-Pierre Bel, président du Sénat, et c'est la première fois que ça s'applique, puisque jusqu'à ce jour, nous n'avions eu à statuer que sur des nominations qui nécessitaient le 3/5, qu'il n'y ait pas de 3/5 négatif, on est bien d'accord. Tandis que là, il faut un 3/5 des votants, des suffrages exprimés positifs. Bon, mes chers collègues,
Nous allons maintenant donner la parole, enfin, à Monsieur Delcamp, Alain Delcamp. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, si je puis me permettre, chers membres de cette chère Commission des lois. Vous imaginez, je suppose, malgré l'accueil très aimable que vous me réservez, l'émotion qui est la mienne de me retrouver ici, en ce lieu, mais cette fois de l'autre côté de la barrière. C'est aussi pour moi, compte tenu de la déontologie des fonctions que j'ai exercées au milieu de vous et au service de l'institution sénatoriale, un très grand honneur. En même temps, je me réjouis de l'évolution institutionnelle qui a voulu que les nominations importantes fassent désormais l'objet d'une validation parlementaire. J'y vois le double signe du rééquilibrage des pouvoirs en faveur du Parlement, voulu par la dernière révision constitutionnelle, mais aussi une garantie pour la démocratie. Je me réjouis aussi que cette audition soit publique. Cette publicité, qui plus est télévisée, valide les choix faits par les deux assemblées de se doter de moyens audiovisuels indépendants, à même de permettre un meilleur accès par les citoyens à leurs délibérations et à une explicitation de leurs décisions. J'ajouterai un mot d'inquiétude, car je mesure les risques de ce dispositif spécifique auquel je suis soumis aujourd'hui, puisque pour la première fois, une nomination requerra au Sénat, comme elle a été la semaine dernière à l'Assemblée nationale, pour être approuvée une majorité positive, vous l'avez dit, Monsieur le Président, des 2/3 et non pas seulement des 3/5, et non pas seulement une absence d'opposition à cette même majorité. Je sais que cette inversion correspond, Monsieur le Président, à un choix qui vous est cher et que vous souhaiteriez voir étendu. J'avoue partager quelque peu ce point de vue, mais c'est une autre histoire. C'est néanmoins une exigence très redoutable pour la personne auditionnée et j'en mesure la difficulté. Cette inversion de position, sinon dans une salle, au moins devant une instance, la vôtre que j'ai servie, vous l'avez rappelé, pendant de nombreuses années, près de 20 années, et en dépit du fait que vous me connaissez tous encore, elle rend paradoxalement d'autant plus nécessaire que je me présente à vous en essayant d'insister sur le système de valeurs qui est le mien et que j'ai conforté en grande partie à travers mon expérience de fonctionnaire parlementaire au Sénat. J'ai grandi dans un milieu familial très classique, dans un département qui pouvait sembler reculé. J'ai scrupule à le dire devant une de mes compatriotes, le département du Cantal, mais très proche de ce fait des racines de ce pays, longtemps rural, ordonné autour de ses villages et plutôt dur au mal. C'est un pays d'exportation, comme le disait Alexandre Vialat de l'Auvergne en général, qui produit, je cite, des ministres, des fromages et des volcans. Je trouve également assez juste le qualificatif de Jules Michelet, qui voyait dans ses habitants une race méridionale qui grelotte au vent du Nord. En fait, comme le département est à cheval, Nicole Bonnefoy le sait bien, est à cheval sur la ligne de partage des eaux, le climat n'est pas tout à fait le même, suivant que l'on descend en pente douce vers le sud-ouest ou que l'on domine la vallée du Rhône. Pour simplifier, étant originaire du côté ouest, je me sens, disons, du midi moins le quart. Je lui suis reconnaissant de cette architecture forte qu'il m'a donnée, confortée par l'éducation républicaine classique et sérieuse de ces grands lycées de la Troisième République, bâtis comme des forteresses. J'ai découvert aussi une forme d'injustice, des rivalités, par exemple liées à la guerre scolaire, qui sévissaient encore quand j'entrais en 6e. Je n'ai conservé, je crois, un surinstinct de tolérance et un grand esprit d'indépendance. L'esprit de tolérance et l'esprit d'indépendance se trouvèrent en adéquation et renforcés par le climat que je découvrais au Sénat. Le pluralisme abrité et garanti par l'esprit d'institution.
Le pluralisme était le fruit de la composition même du Sénat et, disons-le, des caractères de son mode de scrutin, aujourd'hui mieux compris, si je me réfère en tout cas à la dernière réforme que vous avez votée. L'esprit d'institution était la conscience d'une appartenance à une réalité singulière qui, si elle possédait des pouvoirs certains et souvent méconnus, l'égalité avec l'Assemblée nationale en matière constitutionnelle d'abord, paraissait sans doute à tort plus fragile et au moins inconsciemment tenue de justifier son existence. Ma rencontre avec le Sénat fut fortuite. Ce n'était pas une vocation. Tout au plus, la combinaison des études à Paris, où je me trouvais depuis l'âge de 17 ans, et le hasard d'un référendum perdu par le général de Gaulle. Le concours de recrutement d'administrateurs de 1969, le plus important depuis la guerre, fut l'un des signes du retour de la confiance du Sénat en son avenir. De fait, l'inquiétude de ces années incertaines resta lisible pendant très longtemps. Je fus sensible à la découverte de traditions politiques que je ne connaissais pas, qui avaient subsisté malgré le rouleau compresseur de la République nouvelle, aux nuances infinies des terroirs, à la singularité des itinéraires, aux solidarités d'appartenance. J'ai découvert une institution en reformation, faisant avec le président Poher le pari de son ouverture vers l'extérieur. Pas de nostalgie de la Troisième République, le même désir d'être apprécié que le Conseil de la République, qui avait conduit à la reconnaissance du bicamérisme en 1958. Ma carrière, encouragée par l'heureuse institution de la mobilité, m'a permis, au fond, de contribuer au développement de ces deux versants de l'institution, l'ouverture et la permanence. L'ouverture, c'est la diversité d'activités qu'elle m'a permis, aussi bien juridiques ou de conseil, que d'administration, humaine et gestionnaire. Ce furent aussi les voyages, à travers les groupes d'amitié et les missions, à l'étranger et outre-mer, l'accueil des délégations à Paris, tant d'élus que de fonctionnaires, la préparation ou la participation à des rencontres internationales au niveau mondial, européen ou de la Méditerranée. L'assistance à de multiples auditions et entrevues, l'organisation de rencontres et de colloques. Le président Monory, avide de réformes, me projeta dans un domaine qui ne m'était pas familier, celui de la communication. J'en découvris la réalité, moins d'apparence qu'on ne le dit, tellement le vrai sujet fut d'abord de savoir quoi et comment communiquer avant de penser aux outils. Ce fut le temps de la diffusion d'Internet, dans laquelle le Sénat s'affirma, grâce à son président d'alors, comme un pionnier. De la création de la chaîne Public Sénat, avec l'apport inestimable de Jean-Pierre Elkabbach, des innovations événementielles à Paris et en province, en liaison avec les écoles, les collectivités territoriales, les universités, la jeunesse, le monde de l'économie et de la recherche, les créateurs de tous ordres, les expositions de photos sur les grilles, inventées avec Yann Arthus Bertrand, toutes initiatives poursuivies, diversifiées et amplifiées par le président Poncelet et qui contribuèrent à redresser l'image du Sénat et à surprendre. La permanence, ce fut la participation au travail législatif dans des contextes politiques et institutionnels très variables, puisque ma première affectation au secrétariat de la Commission des lois intervint en octobre 1972, période où le Sénat était encore dans l'opposition. Travail obscur, patient, que je n'ai pas besoin de décrire pour vous, continu, tenace, surtout en commission ou avant. Incertitude de la navette, bonheur de la commission mixte paritaire quand elle réussit, témoignage de la nouvelle lecture, recours au Conseil constitutionnel. Beaucoup d'efforts, d'énergie, autant que de droit. Le Parlement est aujourd'hui peut-être une des dernières institutions qui ne comptent pas leur temps et les citoyens n'en ont pas suffisamment conscience.
une institution très ancienne, mais en même temps si jeune, si on la compare à la connaissance justement qu'en ont nos concitoyens et qu'ils ont besoin de redécouvrir, car sa nécessité résulte de l'idée même de démocratie, du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La médiatisation du Parlement est d'ailleurs une question qui demeure. Certains se demandent encore, à l'heure de ce que l'on a appelé à l'Assemblée nationale la démocratie paparazzi, si le gain en termes de connaissances médiatiques, la fameuse transparence, peut être mis en balance avec l'intérêt de la poursuite infinie du dialogue et de la recherche patiente de positions de conciliation qui constituent la raison d'être quotidienne des assemblées et de celle-ci en particulier. Travail législatif dont on conserve trop souvent parfois une image pointilliste, mais qui dissimule toujours des enjeux concrets et démocratiques, c'est-à-dire l'affrontement parfaitement sain et nécessaire des opinions. J'ai assisté aussi et participé au développement des travaux de contrôle sur le terrain et en commission. Celui-ci fut facilité par la position politique plus distanciée du Sénat, mais aussi par une conscience aiguë et en général sous-estimée de représentation du point de vue des citoyens face à un État administratif, certes affaibli, mais à qui il convient toujours de faire contrepoids. J'ai eu la chance, enfin, dans ma carrière, d'éprouver toutes les facettes de ce travail si particulier de fonctionnaire parlementaire, le travail législatif en commission et en séance, et la communication, certes, mais aussi la trésorerie ou le cabinet des questeurs, de découvrir et faire un peu évoluer avec mes collègues les différents métiers de l'administration sénatoriale, jusqu'à sa direction au plus haut niveau, sous l'autorité directe du bureau. Plusieurs présidents ont bien voulu m'accorder leur confiance. Ce furent des moments d'intimité rares, toujours marqués, qu'il s'agisse des présidents Poncelet, Larcher et Bell, par le souci de l'autonomie du Sénat, mais aussi de son utilité au service de ceux qui les avaient élus. Je finirai ce parcours peut-être trop personnel par deux notations qui me paraissent essentielles dans le contexte de cette audition, la question de la déontologie et celle de la liberté. La question de la déontologie est au cœur de l'action publique, elle est indissociable de la situation du fonctionnaire, quel qu'il soit. Elle prend au Parlement une importance renforcée, car elle s'exerce non seulement à l'égard de l'employeur public, mais aussi à l'égard de toutes les familles politiques. Celles-ci coexistent, mais dans une sphère qui n'est pas celle du fonctionnaire, et il doit les servir également. La déontologie est affaire de règles, mais aussi de qualité morale et d'expérience, d'exemple aussi. Elle augmente d'ailleurs à proportion de la position occupée dans la hiérarchie. La liberté en est indissociable, tout en étant aussi nécessaire. Mais celle-ci ne peut être conciliée avec la déontologie que par un effort permanent. Sans doute, assurément, par une certaine ascèse, bâtie autour de convictions institutionnelles fortes. Je ne crois pas que le politique attende de ses collaborateurs une forme de grisaille, au contraire. Mais il a besoin de pouvoir faire confiance, et c'est là où l'on rencontre notre thème de vos débats, celui de l'apparence, fort délicat à manier. J'ai toujours pensé que l'on ne pouvait servir le public, a fortiori dans un milieu où les positions publiques des fonctionnaires sont exclues, que si l'on développait en parallèle sa propre éthique dans des domaines compatibles. Ainsi s'explique mon engagement dans l'université et la recherche universitaire, que vous découvrez peut-être plus important à travers ma bibliographie. Je pense y avoir quelque peu servi le Sénat en le faisant mieux connaître à ceux qui transmettent le savoir sur les institutions. Cette activité m'a aidé à prendre et conserver une certaine distance avec la quotidienneté de ce milieu si prenant et si confortable à la fois. Elle m'a donné l'occasion d'affermir quelques idées et m'a tenu en éveil pour conserver, je l'espère,
un regard encore neuf sur les choses. Elle demeure pour moi un aliment pour contribuer, même modestement, à faire évoluer ce vieux pays qui reste, si je puis me permettre, pour moi comme pour vous, ma vraie passion. Bien, merci Monsieur Alain Delcamp pour cet exposé dont on voit bien que vous l'avez longuement mûri, écrit avec soin. Je vais peut-être demander à nos collègues les questions qu'ils souhaitent poser. Qui va poser la première question? Alors, Madame Catherine Tasca. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense que vous avez eu raison d'évoquer de façon très précise, détaillée, engagée votre parcours, car dans le choix qui nous est proposé par le président Bell, le facteur personnel dans toute sa dimension de connaissance et d'éthique est évidemment un élément déterminant. J'ai envie de vous poser une question sur l'institution dans laquelle vous entrerez si tel est notre choix. C'est la première fois pour le Sénat que les questions de déontologie seront traitées hors de ces murs, par une instance extérieure. Vous connaissez notre attachement à l'indépendance du Parlement et à la responsabilité de chaque chambre pour gérer l'ensemble de ses règles de vie. Comment pensez-vous que cette nouvelle institution pourra tout à la fois remplir pleinement la mission que lui donne la loi, c'est-à-dire vérifier en particulier à travers les déclarations qu'ils font que les parlementaires ne cachent rien et sont irréprochables, et en même temps, tout en remplissant cette mission, laisser à notre Assemblée elle-même son autonomie de jugement sur ses règles de vie, donc sans finalement changer le rapport naturel qui doit être pour chaque assemblée entre le pouvoir législatif et, j'ai envie de dire, les autres pouvoirs, puisque cette institution, on ne peut pas dire qu'elle appartienne à l'exécutif, elle est une production du législatif, mais elle est à l'extérieur. Madame Tasca, Monsieur Patrice Hélard. Oui, Monsieur le Président, moi je voudrais insister sur des aspects qui sont mal connus de la part de notre commission, de Monsieur Delcamp. Je voudrais souligner le rôle tout à fait important qu'il a joué dans le fonctionnement et la constitution de l'Association nationale de droit constitutionnel, dont il est un vice-président remarquable, et aussi sur le fait qu'il a fait entrer le droit parlementaire à l'intérieur de nos préoccupations scientifiques internationales. D'ailleurs, M. Delcamp est docteur en droit, ce qui est tout de même une particularité qui est importante, pour moi du moins, et c'est la raison pour laquelle je tiens à souligner également le rôle qu'il a joué dans la création d'un organisme de recherche sur le fonctionnement des parlements à Sciences Po, qui est un organisme tout à fait important, qui a étudié d'ailleurs en profondeur le problème du cumul des mandats, pour citer cela, avec, je me souviens, une discussion très importante que j'avais eue avec le regretté professeur Carcassonne. Donc je tiens à souligner cet aspect des choses, et je tiens à rappeler que M. Delcamp a été aussi, si ce n'est l'inspirateur, mais du moins l'un des fondateurs du prix de thèse du Sénat, qui est une réussite remarquable et qui a permis de développer la recherche en ce qui concerne le droit parlementaire. Alors évidemment, je partage entièrement les préoccupations de Mme Tasca, qui sont également les miennes, sur l'avenir de l'institution dans laquelle il va siéger. Mais je n'ai pas d'autres questions à lui poser, si ce n'est ce rappel
que je viens de mentionner. Merci, Monsieur Gélard. Mes chers collègues, y a-t-il d'autres interventions? Je voulais, dans ce cas, vous poser une question, Monsieur Delcamp. Il ne vous a pas échappé que lors du vote de la loi sur la transparence, en nouvelle lecture, il y a eu une position différente du Sénat par rapport à celle de l'Assemblée, puisque le Sénat a voté la publication au journal officiel du patrimoine des députés et des sénateurs. L'Assemblée nationale a voté le fait que ces patrimoines seront déposés aux préfectures et que tout citoyen électeur pourra aller les consulter, mais que la publication de ce qui sera en quelque sorte universellement consultable sera agrémentée de 40 000 € d'amende. Et grâce au Sénat, d'ailleurs, nous avons pu échapper à l'année de prison. Et je vous demande si dans le monde tel que nous le connaissons, et on a parlé tout à l'heure de l'Internet, c'est quelque chose qui vous paraît réaliste. C'est-à-dire que si quelqu'un va voir les déclarations à la préfecture, en fait part à un site basé à l'étranger, et que c'est reproduit dans le jour même dans toute la presse française, est-ce qu'il y aura une avalanche? Bien sûr, c'est le pouvoir judiciaire qui le décidera, de sanctions de 40 000 € d'amende. Je voulais savoir quelle était votre appréciation. Bien sûr, je sais bien que vous ne pouvez pas faire autre chose que de considérer que la loi votée en dernière instance par l'Assemblée est la loi. Mais il y aura des difficultés d'application. Je voulais vous demander aussi si vous pensez qu'en plus de son rôle de contrôle, la haute autorité de la transparence pourrait exercer une mission de conseil. Est-ce qu'il peut y avoir conflit d'intérêts aussi entre les membres de la haute autorité par rapport à tel ou tel contrôle? Voilà ça peut arriver dans beaucoup de cas. Bon, j'ai dit ça pour attendre, mes chers collègues, s'il y avait de nouvelles questions de votre part. Il n'y a pas d'autres questions? Madame Tasca, vous n'avez pas une nouvelle question? Vous attendez? Monsieur Jean-Pierre Michel non plus? Monsieur Jean-Jacques Hyest n'a pas de question? Non, mais je ne vais pas poser de question à Monsieur Delcamp, je le connais depuis trop longtemps. Bien. Moi, je le connais depuis la commission des lois. L'avant, oui. Bien. Monsieur Vial, pas de question, non? Bon. Alors, écoutez, malgré les efforts du président, vous voyez qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Donc, Monsieur Alain Delcamp, nous allons vous redonner la parole pour répondre aux questions qui ont pu être posées. Je vous demande votre attention, mes chers collègues. Merci, Monsieur le Président. J'essaierai de faire des réponses plus longues que des questions, mais pas trop longues. Voilà. Alors, la première question de Madame Tasca, que je salue en tant que présidente du comité de déontologie du Sénat, est assurément la question la plus importante pour les assemblées parlementaires. La question de leur autonomie est d'ailleurs très mal comprise, et les assemblées ont elles-mêmes mis du temps à comprendre que la question de leur propre autonomie était mal comprise à l'extérieur. Et je pense qu'elles ont entamé un effort très remarquable et pas connu, qu'à mon sens, il faut poursuivre. Et que si le travail préalable qu'elles ont fait jusque-là n'avait pas existé, elles auraient été dans l'incapacité aujourd'hui d'accepter la création d'un tel contrôle. Je m'explique. Je crois qu'il faut dire très, très clairement et très fortement que les parlementaires ont pris en main leur propre destin à ce sujet, qu'ils ont élaboré des règles, mis en place des institutions
Et je suis très heureux de pouvoir rappeler que le Sénat a été la première institution. La création du comité de déontologie remonte à 2009. Et ensuite, ce comité a fait des propositions générales qui ont justifié que le bureau du Sénat invite la commission des lois, à l'époque présidée par le président Hyest, à procéder à une réflexion qui était totalement en dehors de l'actualité. Parce que j'ai vu dans les débats qu'on a dit plusieurs fois que ces règles sur la transparence étaient liées à telle ou telle affaire récente. Non, les assemblées n'ont pas attendu ces événements pour prendre ce type d'affaires en main. Et il est heureux que sur un sujet pareil, le législateur ait pu s'inspirer autant des travaux du Parlement que des travaux de différentes commissions, fort respectables, que l'exécutif avait mis en place. Alors, il y a aussi dans la loi un certain nombre d'éléments qui montrent à l'évidence que l'autonomie du Parlement a été prise en compte. Puisqu'aussi bien vous avez modifié l'ordonnance de 1958 en prévoyant explicitement que le bureau de chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d'intérêts. Il veille à leur respect et en contrôle la mise en œuvre. Par conséquent, la compétence des instances internes au Parlement est réservée. D'autre part, Monsieur le Président Sueur, je crois qu'au cours des débats, vous avez fait observer qu'il n'y avait pas dans la loi organique de définition des conflits d'intérêts, et de fait, il n'y en a pas. Donc il y a là non pas une zone de non-droit, mais je dirais une zone de droit à construire. Et sans aller trop loin dans ma réponse, car vous avez déjà entendu le président de cette instance, et comme c'est une instance collégiale, je m'en voudrais de donner une opinion trop affirmée. Je pense que des ponts sont inévitables. Alors, je crois que c'est sain, parce qu'une autorité administrative est indépendante, certes, mais précisément parce qu'elle est indépendante, elle doit pouvoir, comme M. Nadal l'a dit d'ailleurs, avoir recours à la coopération avec toute une série d'institutions qui soit poursuivent le même but, soit qui peuvent l'aider à atteindre ce but. Donc ma réponse est que cette acceptation par le Parlement d'un organisme extérieur est un signe de maturité, que son autonomie n'en est pas affectée et qu'on comprendra peut-être mieux quelle est sa manière très spécifique de voir les choses. Et puis, je me permettrai un dernier mot qui m'est venu à l'esprit, une dernière réflexion qui m'est venue à l'esprit, c'est que le fait d'avoir un regard extérieur sur le Parlement est peut-être un avantage pour lui. Parce qu'aujourd'hui, on le soupçonne d'être juge et parti, de faire sa propre publicité, les gens ne le connaissent pas. Mais je crois que quand on va le regarder de l'extérieur d'un peu plus près, et de manière bien entendu objective, on s'apercevra du travail considérable et du fait qu'au fond, les questions de corruption et autres n'ont pas en son sein, c'est pas un des lieux où les tentations peut-être même sont les plus grandes. Voilà ce que je me permets de répondre. Alors, en ce qui concerne, alors, Monsieur le doyen Gélard, bon, je suis tout à fait confus de ce que vous avez bien voulu rappeler, mais je dois dire que ça m'est toujours apparu comme quelque chose de nécessaire que ceux qui connaissent le Parlement et qui l'aiment puissent en parler, parce que c'est une zone d'ombre dans l'enseignement. Aussi dans la perception au canal public. Et je crois qu'il y a en France une tendance naturelle, peut-être est-ce dû à la centralisation, je ne sais pas, une tendance naturelle qui fait qu'on ne voit en général que l'exécutif et enfin de croire que les législatifs n'existent plus. Je crois que c'est une erreur tout à fait essentielle. On le voit à travers vos votes, on le voit à travers les amendements, on le voit à travers l'échange entre les deux assemblées. Le simple fait de regarder, par exemple, les auditions qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale et ici,
pour moi-même, m'ont fait dire que le public qui voit ce genre d'exercice ne peut qu'être impressionné par le sérieux. Et pourquoi avoir attendu si longtemps avant que l'exécutif accepte que le Parlement soit associé à des décisions importantes pour le fonctionnement général de la démocratie? Au fond, tout ce qui s'est passé ces dernières années n'est que l'histoire d'une reconquête par le Parlement de ses droits et de ses pouvoirs. Troisième point, Monsieur le Président, en ce qui concerne la publicité, naturellement, je pourrais, comme vous, faire état d'un scepticisme sur l'efficacité de mesures trop complexes. On peut dire qu'on est pour la transparence ou on ne l'est pas, et le Sénat a montré qu'il était allé plus loin que la loi, puisque vous avez pris l'initiative, alors que rien ne vous y obligeait, de publier vos propres déclarations. Je saisirai ce point de la publicité pour revenir sur la décision du Conseil constitutionnel. Parce que c'est une décision, à mon avis, dont on n'a pas assez souligné l'importance, parce qu'elle a, sur beaucoup de points, répondu à des attentes du débat parlementaire, mais aussi débouché sur de grands changements en matière de publicité, puisque cette mesure qui a été mise en place pour les parlementaires n'a pas été jugée proportionnée par le Conseil constitutionnel au regard de la protection de la vie privée pour les grands exécutifs locaux. J'avoue que je m'interroge sur ce point. Ensuite, il y a eu tout le problème de la distinction entre la publication des déclarations des élus et des non-élus, ce qui peut, à mon sens, se comprendre. Il y a eu aussi beaucoup d'autres éléments, notamment regardant la séparation des pouvoirs, justement, qui a été réaffirmée tant vis-à-vis du Parlement que de l'autorité judiciaire. Et ça me paraît très bien. Quant à votre question, est-ce que la haute autorité peut elle-même être confrontée, les membres de la haute autorité peuvent eux-mêmes être confrontés à des questions de déontologie? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, la loi répond, puisque je crois qu'il avait même été question un temps de prévoir l'institution de suppléants, de façon à remplacer tel membre qui se trouverait ayant un rapport direct ou indirect avec telle ou telle affaire qu'il aurait à traiter. J'avoue que depuis que le président du Sénat m'a fait part de sa proposition, je réfléchis à ma propre position s'agissant des sénateurs, par exemple. Alors je ne sais pas si ma préoccupation est excessive. En tout cas, ça fait partie des sujets dont il faudra naturellement parler en amont et qui fera sans doute partie des questions traitées par le règlement. Vous m'avez demandé aussi si la Commission pouvait avoir aussi un rôle de conseil. Oui, cela figure, je dirais, dans les mots de la loi, puisque d'abord, le principe du contradictoire est assuré. Et c'est une autre façon d'ailleurs de rassurer les assemblées, puisqu'il est évident que le bureau, étant le destinataire premier des observations de la haute autorité s'agissant des parlementaires, aura l'occasion de faire connaître son point de vue. Alors la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, c'est la condition. Ensuite, la haute autorité informe, répond aux demandes d'avis, émet des recommandations, établit un rapport. Mais je crois que c'est un problème beaucoup plus large auquel elle va se trouver confrontée. Ce n'est pas seulement un problème administratif ou juridique, je dirais, c'est un problème à proprement parler de communication. Il faut qu'elle joue un rôle dans la redécouverte, je dirais, des principes de la démocratie, car la transparence est une chose, mais il faut aussi veiller à la liberté d'action des décideurs politiques. Il faut certes éradiquer, comme l'a voulu le président de la République, les racines de la défiance, mais il faut aussi rappeler qu'un homme n'est pas seulement ce qu'il a, et il est ce qu'il est, et surtout, comme disait Malraux, ce qu'il fait. Et ça me paraît au moins aussi important que de se préoccuper de façon excessive de ce qu'il a. Il n'en reste pas moins que je suis naturellement extrêmement favorable à cette évolution. Je dirais un petit mot sur
en rebondissant sur l'affaire de la haute autorité, sur cette question des autorités administratives indépendantes. Car dans le cadre de mes fonctions à la commission des lois, j'ai eu la grande chance de participer à l'élaboration, enfin comme fonctionnaire, de la loi sur l'informatique, les fichiers et les libertés en 1977. Et c'est la première fois que le législateur a créé une autorité administrative indépendante. Je peux porter, comme nous sommes, si je puis dire, en situation de confiance, je m'adresse aux membres de la commission des lois, et ça permettra de montrer peut-être au public comment naissent les choses. L'expression autorité administrative indépendante est née au cours d'une réunion de travail qui s'est tenue chez le rapporteur Jacques Thiroux, en compagnie d'Herbert Mell, qui devait être à l'époque, je pense, doyen de la faculté de droit d'Orléans, si je me souviens bien. Malheureusement, nous a quittés. Les deux nous ont quittés, nous étions trois, et c'est là qu'est née cette idée, car que voulait le législateur? C'était au fond avoir un outil qui veille à l'application des lois et qui ne soit pas le seul exécutif. Donc c'était assez original à l'époque, compte tenu du caractère assez rigide des institutions françaises, que de définir un espace, M. Michel le sait puisqu'il a siégé à la CNIL, de définir un espace qui soit plus tout à fait l'exécutif et qui ne pouvait pas être un vrai prolongement du pouvoir législatif. Donc il fallait résoudre la contradiction, et on l'a résolu par le pluralisme, par l'idée d'indépendance, et par la suite, je dirais, l'aspect administratif a peut-être repris un peu d'importance. Donc peut-être que cette nouvelle haute autorité pourra montrer que l'équilibre indépendance et administration est un équilibre évolutif et qui se développera d'autant mieux qu'elle saura avoir la sagesse de bien se situer dans l'ensemble des pouvoirs publics, étant entendu que sa mission est une mission d'abord et essentiellement démocratique. Bien. Mes chers collègues, je pense que nous pouvons remercier M. Alain Delcan qui s'est efforcé de nous apporter des réponses très précises aux questions que nous avons posées, y compris sur des questions qui pourraient être délicates, comme celle du conflit d'intérêts, y compris par rapport aux membres de la haute autorité. Donc, il n'y a pas d'autres questions, mes chers collègues, pas de scrupules. Monsieur François Pillet. Avec l'aimable et pressante invitation du président, je veux bien rajouter une question très subsidiaire. Vous êtes d'accord? Oui. Allez-y. Elle aurait pu Madame ne pas Tasca, être. Excusez-moi. Une question très subsidiaire, d'autant plus aisée que le Sénat n'est pas à l'origine de la loi telle qu'elle est. Le Sénat était allé beaucoup plus loin, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et je voulais revenir sur la publication. La volonté du législateur, c'est en quelque sorte de faire que la publication soit radicalement interdite, puisqu'il a prévu une pénalité dite très importante, même si au départ il la prévoyait encore plus importante. Pour s'assurer du respect de la volonté du législateur, il faut donc pouvoir retrouver celui qui serait à l'origine de la divulgation. Pour ce faire, on peut prendre éventuellement des précautions en amont. Est-ce qu'il serait concevable que dans le cadre de documents conservés sous la fouette du secret préfectoral, celui qui consulte, le nom de celui qui consulte soit conservé par la préfecture, afin que le jour où il y ait, entre guillemets, une fuite, on puisse plus facilement remonter à l'auteur de la fuite, et de ce fait donner une certaine efficacité à la mesure prise par les députés. Dans mon esprit, il est bien évident que ces informations ne seraient pas communiquées aux parlementaires ou autres. Mais enfin, si on veut donner de l'efficacité à la loi, il faut trouver des systèmes en amont. Monsieur Pillet, Madame Tasca. Monsieur le Président, je vous en prie. Vous qui connaissez fort bien le droit parlementaire des pays voisins, est-ce que vous pensez que la haute autorité aura
intérêt à tisser des liens étroits avec les instances déontologiques, notamment à l'échelle européenne, et est-ce que vous pensez qu'elle aurait intérêt à s'inscrire dans une sorte de réseau d'échange des organes comparables? Je sais que nous cultivons beaucoup l'exception française, mais le regard sur ce qui se fait... Pardon? Oui? Oui, oui, oui. Voilà, voilà. Achever, oui, la question. Hein. Donc, deux nouvelles questions, Monsieur Delcan. Oui, sur la mise en œuvre du dispositif, j'avoue qu'il faut sans doute attendre le décret en Conseil d'État. À ce sujet, comme je crois M. Nadal l'a dit, mais je le soutiendrai fortement sur ce point, je pense qu'il serait hautement souhaitable que ce décret soit certes en Conseil d'État, mais qu'il soit élaboré en concertation avec au moins le président de la Commission. De même qu'il y a plusieurs décrets qui sont prévus dans la loi après avis de la Commission nationale d'informatique et liberté. Ça n'est pas simplement un problème technique. Je pense que savoir comment sont rédigées les déclarations n'est pas neutre. Et il serait bon que le pouvoir exécutif tienne compte aussi de l'avis de la Commission, parce que je parlais tout à l'heure de l'application des lois. C'est un sujet qui intéresse beaucoup le Sénat. Je crois que ce qui est souvent oublié, c'est le respect de l'esprit dans lequel le législateur a voté telle ou telle disposition. Et il manque assurément, ça a été développé, mais on peut toujours faire mieux, il manque assurément un contrôle du contrôleur, si je puis dire, de manière à ce que les choses soient faites au mieux. En ce qui concerne l'affaire des réseaux, moi, je pense qu'on a toujours intérêt à savoir ce qui se passe à l'étranger. Je ne crois pas non plus que ce soit une panacée. D'autant que pour qu'il puisse y avoir la constitution de réseaux, il faut des organismes comparables. Or, autant je crois qu'un réseau des parlements, pour savoir comment les parlements établissent leur propre déontologie, me paraît indispensable, et vous l'avez sans doute entamé, autant une comparaison entre autorités semblables, j'avoue je ne connais pas assez la question, mais j'ai l'intuition que nous ne devons pas être très nombreux à avoir créé une autorité nationale qui s'occupe de tout. Donc, des méthodes, oui, savoir... S'il y a un point important, c'est savoir au fond quels sont les critères à partir desquels on considère qu'il y a conflit d'intérêts à l'étranger. Et si nous sommes au 22e rang, ça n'est pas parce que nous sommes le 22e pays le plus corrompu, c'est absolument pas ça. Je fais partie d'une génération qui a toujours pensé que le mot même de corruption était absent de l'administration. Je peux être complètement naïf, mais je crois qu'il y avait tout de même une éthique du service public qui prévenait assez largement des comportements qui existaient dans d'autres pays. Je crois qu'il faut tout de même le dire. Et aujourd'hui, nous sommes un peu victimes, je dirais, d'une certaine inadaptation de notre propre modèle. Et nous avons beaucoup de mal à l'adapter parce qu'il est tellement cohérent, il était tellement cohérent, il était tellement beau, si je puis dire, qu'on a du mal à y renoncer. Or, je pense que nous sommes, comme disent les philosophes que le président connaît bien, nous sommes face à une opération de déconstruction-reconstruction. C'est-à-dire qu'il faut déconstruire... Monsieur Derrida qui approche. Nous sommes obligés de déconstruire notre modèle pour savoir comment intégrer des idées qui ne sont pas les nôtres, tout en ne reniant pas notre originalité. Et ce problème des conflits d'intérêts est typique des mauvais jugements qui sont faits sur la France, parce que ce sont les lunettes que nous ne connaissons pas. Et il faut connaître les lunettes à travers lesquelles on va être regardé pour s'y conformer, et ne pas confondre cela avec l'idée que nous n'aurions pas pris autant de précautions que les autres. C'est totalement faux, puisque cette loi, précisément, est un moment temporaire, certes, provisoire, mais c'est un peu le couronnement d'une évolution. Car on a parlé de la succession des lois qui ont peu à peu circonscrit la question de la probité, puisque c'est le mot qui est dans la loi, des parlementaires. Mais il y a aussi parallèlement toute une série d'autres textes qui font qu'il y a un ensemble global de réflexions pour faire en sorte que, pour reprendre à nouveau le mot du président de la République,
les racines de la défiance soient éradiquées. Je crois que c'est ça la vraie question. Donc le Parlement n'est pas du tout le sujet premier. Et c'est ce que, à titre personnel, dans la mesure où aujourd'hui, je pourrais le dire peut-être plus facilement, ça fait partie des choses que j'ai l'intention de dire. Bien, mes chers collègues, il me reste à remercier en votre nom à tous. Ah oui, il y a une ultime question, mais il faut faire attention pour l'horaire, Monsieur Hyest. C'est une remarque. Le Conseil des ministres, on s'en fiche. Hein, nous. Oui, non, mais je sais, nous sommes. Enfin, je ne sais pas si on s'en fiche. Je ne le crois pas, monsieur. Mais soyons, nous sommes tout à fait. Vous avez. Il n'y a pas seulement les parlementaires, il y a les élus locaux. Bien sûr. Et alors là, on peut peut-être que c'est pas tout à fait le même point de vue en ce qui concerne les dangers. Alors, monsieur Hyest, merci de cette ultime question. De cette ultime remarque, nous sommes tout à fait attachés à la séparation des pouvoirs et après tout le Sénat statuera quand il le décidera et quand il l'aura fait. Nous ne sommes contraints par aucune autre considération. Cela n'appelle pas de réponse, monsieur Hyest. Bien, merci pour la remarque finale. Mes chers collègues, je crois que nous avons eu plaisir à entendre monsieur Alain Delcan. Nous aurons d'ailleurs à nouveau, je pense, le plaisir de poursuivre ces débats très intéressants. Voilà, vous avez pu suivre l'audition d'Alain Delcan. Alain Delcan qui a été nommé hier membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Dans un instant, 24 heures Sénat présenté par Delphine Girard.